Bonjour. Dans cette vidéo assez longue, je vais tenter de résumer la partie du cours qui porte sur la création et la gouvernance des organisations. Nous allons d'abord revoir le cheminement qui mène d'une idée à la réalisation d'une entreprise. Ensuite, nous résumerons les différences entre les trois principales formes juridiques des organisations en Belgique. Et enfin, nous étudierons les différents organes de gouvernance des organisations en Belgique. C'est une matière complexe. N'hésite donc pas à découper ta vision de la vidéo en plusieurs séquences si tu as l'impression que tu perds un peu le fil. Commençons par un rappel sur les étapes essentielles de la création d'une entreprise. La création d'une entreprise, c'est d'abord une idée. Et dans le même temps, c'est aussi l'hypothèse que cette idée pourrait être bénéfique, généralement sous la forme de profits financiers. Mais cette idée seule ne suffit pas. Il va d'abord falloir transformer cette idée pour en faire un projet, c'est-à-dire la liste détaillée de toutes les étapes nécessaires à la transformation de l'idée en réalité. Une fois le projet détaillé, il sera possible d'estimer, de prévoir mois par mois quelles sommes d'argent seront nécessaires pour faire fonctionner cette idée et également de pouvoir estimer combien d'argent vont rentrer dans les caisses à travers les ventes du produit ou du service. C'est le temps de l'étude de marché et du plan financier. Une fois le plan financier connu, on peut à ce moment-là déterminer quelles seront les sommes d'argent qui seront nécessaires pendant les premiers mois, les premières années de vie de l'entreprise. Et sur cette base, on va pouvoir identifier les différents besoins de financement. Alors nous avons vu que ce financement peut venir de 4 sources différentes. On peut avoir le financement propre par les fondateurs, des capitaux externes venant du capital à risque ou du crowdfunding. Troisièmement, le financement par la dette bancaire, les emprunts. Et enfin, des aides directes ou indirectes des institutions politiques. On arrive alors au cœur de la leçon d'aujourd'hui. Il est maintenant possible de déterminer la forme juridique la mieux appropriée à l'entreprise projetée, et une fois que cette forme juridique est choisie, la manière dont on utilisera l'un ou l'autre modèle de gouvernance. Alors, nous allons commencer par examiner le choix de la forme juridique. Alors, la forme juridique, elle détermine comment une organisation va être traitée par la loi. C'est pour ça qu'elle s'appelle juridique. Les organisations, je le répète, je le rappelle, sont des personnes morales, c'est-à-dire qu'elles ont des droits, des devoirs et des responsabilités comme une personne physique. La loi prévoit que ceux qui fondent une organisation doivent le faire en fonction de leurs objectifs, de leurs finalités et des risques financiers qu'elles ou qu'ils font courir à leurs propriétaires, à leurs fournisseurs, à leurs clients. Le premier critère sera donc celui de la finalité. Donc, si l'objectif de l'organisation n'est pas le profit, mais par exemple une organisation charitable, sportive, éducative, culturelle, l'organisation doit se constituer en association. Principalement, ce sera l'association sans but lucratif, l'ASBL. Si par contre, l'objectif est de produire ou de vendre un bien ou un service afin de générer un profit, alors l'organisation devra prendre la forme d'une société, soit la SRL, soit la SA, comme on le verra plus loin. Les propriétaires d'une association sont des membres, ceux d'une société, des actionnaires. Faire du sport, de la culture ou faire la charité tout seul dans son coin ne crée aucune responsabilité particulièrement différente de la responsabilité individuelle d'une personne physique. C'est la même chose que d'agir en personne physique. Donc, pour qu'on puisse parler d'une association, il nous faut au moins 2 membres fondateurs. Par contre, une personne seule, une seule personne, peut très bien avoir l'idée de démarrer une activité tout en ayant besoin de détacher cette activité de sa vie privée pour protéger son patrimoine privé. C'est pour cela que le nombre minimum d'actionnaires d'une société peut être de 1. Si une association se crée entre quelques personnes qui ont une activité qui entraîne peu de mouvements financiers, on a pris l'exemple des voisins qui organisent une soupe populaire pour les sans-abri du quartier.
Eh bien, un simple document signé entre eux, ce qu'on va appeler un acte sous seing privé, permettra de créer l'association. Dans tous les autres cas, un acte authentique rédigé par un notaire est indispensable, afin de vérifier que l'ensemble de l'organisation respecte bien les lois. Donc pour une société, SRL ou SA, l'acte authentique sera toujours nécessaire. De plus, les associations comme les sociétés, actes sous seing privé, actes authentiques, doivent faire publier leur statut au moniteur belge. Vient maintenant la question du financement. Si une association ne nécessite pas de financement important, il est difficile de lui imposer de disposer d'une somme d'argent personnelle propre minimale. Par contre, de grosses ASBL auront par contre besoin d'un matelas financier important. Réfléchissez à la différence entre justement nos voisins qui organisent une distribution de soupe pour les sans-abri du quartier ou une association comme Médecins sans frontières qui doit pouvoir du jour au lendemain affréter des avions pour transporter des hôpitaux de campagne vers un lieu de catastrophe. Pour les sociétés, la situation est différente. Une société qui est principalement constituée et contrôlée financièrement par son ou ses fondateurs n'aura pas nécessairement de gros besoins financiers. On parlera alors de société de personnes dont la forme juridique de base est la SRL. De nouveau, pour cette société, on n'exigera pas de capital minimum. Pour info, SRL, donc société à responsabilité limitée. Par contre, une société qui est financée principalement par des capitaux extérieurs aux fondateurs, ou qui nécessite de gros investissements, des usines, de gros locaux, des machines coûteuses, du personnel en nombre, devra disposer d'un capital minimum. Et la loi en Belgique précise que ce capital devra être de 61 500 euros. C'est ce qu'on appelle les sociétés de capitaux, que l'on retrouve principalement sous le titre de Société anonyme SA. Enfin, si l'on ne demande pas aux associations de fournir un plan financier, ce plan sera exigé pour toutes les sociétés. Et cela afin de permettre de vérifier que leur capital de base était suffisant pour leur permettre de fonctionner pendant au moins 2 ans. Je crois qu'il est peut-être temps pour vous de mettre la vidéo en pause pour bien étudier ce tableau avant de passer à l'étape suivante. Cette diapositive est assez complexe. Je vais vous laisser la lire et je vais la commenter. Alors elle est en 3 parties. D'abord une définition, ensuite une logique, une utilité et enfin des organes. Alors la première chose que l'on va faire, c'est essayer de définir ce que c'est que la gouvernance. La gouvernance, c'est un petit peu la manière dont on va gouverner les entreprises. C'est le système que les sociétés vont mettre en place pour être dirigées et pour être contrôlées. L'idée là derrière, c'est que les parties prenantes, les actionnaires, mais les fournisseurs, les clients, l'État, tous ces gens qui gravitent, le personnel d'ailleurs, tous ces gens qui gravitent autour de l'entreprise, et en phase 2, une entreprise qui fonctionne selon des règles contrôlables. D'où cette définition, la gouvernance d'entreprise peut se définir comme le système par lequel les sociétés sont dirigées et contrôlées. La gouvernance concerne le fonctionnement et le contrôle interne de l'entreprise, mais aussi son lien avec les différentes parties prenantes, dans tous les domaines d'activité. Alors, en principe, elle va se faire justement sur base des relations entre les actionnaires de l'entreprise, entre son conseil d'administration dont on va parler plus loin, entre la direction d'entreprise et entre les autres parties prenantes, les internes, les externes de l'entreprise. Comment ça va se faire en pratique? Alors, monter une gouvernance, c'est essentiellement définir le rôle de différents organes, des organes de direction. Plus l'entreprise sera importante, plus ce sera un système complexe. Et plus l'entreprise dépend des parties prenantes externes, plus il y aura à la fois une notion de direction d'entreprise, mais aussi de contrôle, de surveillance de l'entreprise. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour bien la comprendre, pour bien comprendre cette diapositive avant d'avancer. Alors, pour
définir les différents organes de gouvernance d'une entreprise, on va évidemment faire la distinction entre les associations qui ont des membres, tu t'en souviens, les SRL, sociétés de personnes à responsabilité limitée qui ont des actionnaires comme propriétaires, et la SA, société anonyme, qui a elle aussi des actionnaires. Mais on va voir que dans le modèle de gouvernance, il y a beaucoup de similitudes entre les associations et les SRL, et qu'on a une grosse différence du côté des sociétés anonymes. Mais d'abord, un point commun à tout le monde. Toutes ces organisations, que ce soit des associations ou des sociétés, ont en tête de leur modèle de gouvernance ce qu'on appelle l'assemblée générale, c'est-à-dire le regroupement de tous les membres ou de tous les actionnaires. Cette assemblée générale, c'est une réunion qui va se tenir au moins une fois par an, rarement beaucoup plus, qui va de nouveau, comme je viens de le dire, rassembler tous les membres, ou tous les actionnaires, et qui a deux fonctions principales. D'une part, nommer et révoquer, c'est-à-dire renvoyer les dirigeants, ce qu'on va appeler les administrateurs. S'ils ont bien fait leur boulot, on va les maintenir en place. Si certains désirent quitter l'entreprise ou n'ont pas bien fait leur boulot, ben, on va accepter leur démission ou on va les révoquer, les renvoyer. Et si un poste d'administrateur devient libre, il faudra bien en nommer un autre à la place. Enfin, l'Assemblée générale va approuver ou ne pas approuver les comptes, les résultats financiers de l'association ou de l'entreprise. Et dans le cadre des sociétés avec un but lucratif, elles vont affecter, distribuer le résultat entre les différents actionnaires. Au quotidien, on ne peut pas se contenter d'une assemblée générale une fois par an. Il faut bien diriger l'entreprise de manière régulière. Et là, on va voir apparaître trois modèles différents. Le premier modèle, qu'on trouve beaucoup dans les associations, souvent dans les SRL, et qu'on va continuer à trouver dans certaines sociétés anonymes qui sont assez anciennes, mais qui restent des sociétés anonymes basées sur une activité familiale au départ, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'administrateur unique. C'est assez simple, il y a un seul dirigeant de l'entreprise qui fait tourner l'ensemble de l'entreprise et qui est seul responsable face à l'Assemblée générale, qui d'ailleurs parfois ne sera constituée que de lui-même. Le deuxième modèle auquel on va assister, c'est ce qu'on appelle le modèle monal, qui comporte un seul un seul organe de direction, et cet organe, on va l'appeler le conseil d'administration. Alors là, il va être constitué, si on parle d'un conseil, de plusieurs administrateurs. Mais ces administrateurs peuvent être individuellement responsables, c'est-à-dire que s'il y a une erreur de gestion, chacun d'entre eux peut se retrouver individuellement désigné comme responsable de l'erreur qui a été faite, qui a été commise par lui, comme on peut avoir plusieurs administrateurs qui agissent en responsabilité collégiale, et donc si une faute a été commise par l'entreprise, par la SRL ou par la SA, on ne va pas chercher nécessairement la responsabilité individuelle, mais on va prendre tous les administrateurs et on va considérer qu'ils sont ensemble responsables de ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que ça peut avoir un impact très différent si par exemple il y a des conséquences financières qui vont plus loin que le capital de l'entreprise. Un administrateur ou l'ensemble des administrateurs peuvent être amenés à devoir payer de leur propre poche des amendes, des dégâts commis à d'autres personnes. Enfin, le troisième modèle, le modèle dual, va s'adresser exclusivement à la société anonyme. Et le modèle dual, ben, ça veut dire duo, deux organes de direction, de gestion différents, eh bien, va comporter d'une part ce qu'on appelle un conseil de direction, et le conseil de direction, c'est un ensemble de personnes désignées par l'Assemblée générale et qui vont gérer l'entreprise, diriger l'entreprise au jour le jour. C'est là qu'on retrouve des gens que l'on appelle, par exemple, CEO, CFO, tous ces mots en CEO, hein, Chief quelque chose Officer, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer, etc., etc., Chief Operation Officer très souvent, que l'on va retrouver dans ce conseil de direction et qui vont donc assurer la direction de l'entreprise au jour le jour. Ce sont des gens qui ne sont même pas nécessairement des actionnaires de l'entreprise qu'on va trouver là-dedans. Et donc il faut
pouvoir contrôler que ces gens agissent bien dans l'intérêt de l'entreprise et de tous ceux qui ont un intérêt légitime dans l'entreprise. C'est pour ça que, en face du conseil de direction, dans de très grosses entreprises, l'Assemblée générale va aussi nommer un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, un membre du conseil de surveillance ne peut pas être membre du conseil de direction. Parce que le rôle du conseil de surveillance, ce sera de vérifier que le conseil de direction travaille bien dans l'intérêt des actionnaires, des employés, de tous ces parties prenantes de l'entreprise. Le conseil de direction, ce sont des gens qui vont se voir tous les jours, qui vont travailler ensemble très régulièrement avec des réunions, je ne sais pas moi, hebdomadaires souvent, alors que le conseil de surveillance va se réunir moins souvent, mais va aller voir en détail comment fonctionne l'entreprise. Et le conseil de surveillance viendra dire à l'Assemblée générale si, selon lui, l'entreprise a bien fonctionné ou pas. Voilà, je te laisse aussi un peu regarder cette diapositive avant de passer à la dernière où on va essayer de tirer des conclusions et de faire quelques rappels sur ce que l'on a appris aujourd'hui. Voilà, nous voilà donc arrivés au terme de cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? Eh bien, on s'est d'abord intéressé au fait que la finalité, le fait que l'association ou l'entreprise a un but lucratif ou pas, et que le mode de financement, est-ce qu'il est surtout interne, est-ce qu'il est surtout externe, vont déterminer le choix de la forme juridique de l'organisation. La deuxième chose, c'est que si les associations servent des buts non lucratifs, les SRL représentent la majorité des sociétés et la SA est une forme juridique qui est réservée aux entreprises fortement dépendantes de capitaux externes. Ce que l'on a vu aussi, c'est que toutes les organisations sont soumises au contrôle ultime de leurs assemblées générales. Enfin, au quotidien, la gouvernance d'une entreprise sera d'autant plus complexe, modèle de l'administrateur unique, modèle du conseil d'administration monal ou modèle dual avec un conseil de direction et un conseil de surveillance, donc d'autant plus complexe que l'entreprise dépendra d'un grand nombre de parties prenantes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Pour les commentaires et les questions, je te renvoie au forum sur Smart School si tu suis mon cours ou à des questions que tu peux bien entendu poser sous cette vidéo si tu ne fais pas partie d'une de mes classes. Voilà, merci.